Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, au Rwanda, top départ ce samedi de la campagne pour la présidentielle du 15 juillet prochain. Le président sortant Paul Kagame sera opposé aux mêmes adversaires qu'en 2017, Frank Abinza et l'ancien journaliste Philippe Mpimana. Le point en début de journal. Dernier épisode de notre série de reportages sur le Tigré en Éthiopie. Alors que la région se relève doucement d'une guerre qui a provoqué une urgence humanitaire, les Tigréens victimes du conflit réclament aujourd'hui justice pour retrouver la paix. Enfin, comment la France a soutenu en 1961 un projet de sécession au cœur du jeune Congo indépendant. Le journaliste Morin Picard, auteur d'une passionnante enquête, Katanga, la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU, était notre invité, extrait en fin d'édition. Je le disais en titre, au Rwanda, coup d'envoi ce samedi de la campagne pour la présidentielle du 15 juillet prochain. 9 millions d'électeurs sont inscrits pour ce scrutin, pour la première fois couplé avec des législatives. 3 candidats sont en liste, dont Paul Kagame, président sortant au pouvoir depuis 24 ans. Le récit de Pierre Leduf. Il est le candidat incontournable de cette élection. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis 24 ans. Lors des 3 derniers scrutins, il a obtenu plus de 90% des voix. Grâce à une réforme de la Constitution controversée, il pourrait encore briguer 2 quinquennats et, en cas de victoire, rester au pouvoir jusqu'en 2034. Commandant du Front patriotique rwandais qui avait mis fin au génocide des Tutsis en 1994, il est depuis le personnage central de la vie politique et l'homme fort du pays. Ayant assuré la stabilité et la croissance du Rwanda, il a à son actif un solide bilan économique. Revers de la médaille, la répression des opposants politiques, des médias et de la société civile. C'est justement la question des libertés politiques et individuelles que met en avant Frank Abinza, décrit comme le seul opposant toléré dans le pays. Chef du Parti démocratique vert, il était déjà candidat en 2017 et avait obtenu moins de 1% des suffrages. Son parti est malgré tout parvenu à faire élire 2 députés sur 80 en 2018. Le 3e homme de cette campagne est le candidat indépendant Philippe Mpimana, un ancien journaliste rentré d'exil en 2017 pour se présenter à l'élection présidentielle. Lui aussi avait obtenu moins d'1% des voix. Pas vraiment considéré comme un opposant à Paul Kagame, il est entré au gouvernement en 2021. Et justement, Paul Kagame a démarré sa campagne ce samedi dans le district du Musanza, dans le nord du pays. Il a été accueilli par des centaines de sympathisants visiblement enthousiastes et confiants pour leur candidat. Écoutez ces propos recueillis par notre correspondant Clément Diroma. Notre président nous a tout donné. Il va continuer à nous apporter encore plus de sécurité et de développement. Pour moi, il n'y a pas de meilleur pays que le Rwanda. Le président va encore faire tellement de choses et va continuer à développer le pays. Nous voterons pour lui et pendant ce prochain mandat, il va faire en sorte que nous soyons aussi développés que les États-Unis, en améliorant les nouvelles technologies dans le pays. En République démocratique du Congo, nouvelle violence dans la province de l'Ituri. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées jeudi et vendredi par des miliciens à l'est du pays. Le conflit entre milices rivales a repris fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils. Les précisions d'Aurélie Bazarek-Mongola. Selon des membres de la société civile du territoire de Djougou, les miliciens ont mené une première attaque très tôt jeudi matin au village de Lodjo. Le lendemain, vendredi, ils ont attaqué une 2e fois le même village. Au moins 28 personnes, parmi elles des femmes et des enfants, ont été tuées selon la société civile sur place. Un bilan que les autorités n'ont toujours pas confirmé. Des boutiques ont été pillées et brûlées. Alors ces attaques sont attribuées à la Codeco, une milice qui affirme défendre la communauté Lendou face à une autre milice rivale qui, elle, dit défendre la communauté Emma. Alors dans le territoire de Djougou, les tueries sont fréquentes depuis 2017. Elles s'expliquent selon les Nations Unies par le vide sécuritaire laissé après le redéploiement des forces armées congolaises dans la province voisine du Nord Kivu pour faire face aux rebelles du M23. Alors ni les offensives militaires ni l'accord de paix signé le 26 avril entre ces milices rivales et les autorités congolaises n'ont permis de faire baisser les violences contre les civils.
En bref, Iyad Agrali, le chef du JNIM, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, est dans le viseur de la Cour pénale internationale. Le Malien est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils auraient été commis pour l'essentiel dans la ville de Tombouctou au Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. On reste au Sahel, en Mauritanie, où l'élection présidentielle est prévue pour le 29 juin prochain. En campagne, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani appelle à une nouvelle alliance pour lutter contre l'insécurité dans la région. Des déclarations en lien avec le récent retrait du G5 Sahel, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. On l'écoute. La région doit dégager une volonté politique commune pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Si le G5 Sahel n'est pas le bon, il faut trouver un autre G quelque chose. L'essentiel est que la menace est forte. Je ne suis pas de ceux qui pensent aujourd'hui que des pays peuvent faire face individuellement à une menace comme le terrorisme. On s'arrête en Éthiopie. Toute la semaine, nous avons diffusé une série de reportages sur la région du Tigré, une région qui se relève très doucement de la guerre et de la situation humanitaire qui reste précaire. Mais à présent, les Tigréens victimes du conflit réclament justice pour retrouver la paix. Les précisions de notre correspondante Clotilde Hazard. Le recensement des victimes et des crimes est un travail de longue haleine. La commission d'enquête sur le génocide au Tigré a été mandatée en 2022 par le gouvernement régional d'intérim pour mener une enquête poussée sur le terrain. Elle évalue de manière exhaustive l'étendue des pertes humaines et matérielles en documentant l'ensemble des violations des droits de l'homme qui ont été commises à l'encontre de la population du Tigré. L'objectif est d'avoir des données fiables sur le conflit et de rendre justice aux habitants pour mieux reconstruire la région. Pour Yeman Zeraï, le président de la commission, le processus national de justice transitionnelle tel qu'il est mené aujourd'hui ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Beaucoup d'analystes et de chercheurs l'ont révélé, que cela a été la guerre la plus dévastatrice du XXIe siècle, dans laquelle beaucoup d'acteurs internationaux sont intervenus, avec un siège complet et des déplacements de population. Beaucoup de gens ont souffert directement de la guerre, mais aussi indirectement avec la famine. Donc, dans cette situation, un simple mécanisme national, politiquement manipulé à tous les niveaux, ne peut pas servir le cas du Tigré. La commission plaide pour une justice internationale pour permettre de juger de manière impartiale les crimes de guerre commis par les troupes érythréennes et ceux commis par les forces fédérales. La commission dénonce aussi les persécutions qui continuent d'être menées contre les habitants des zones encore occupées au Tigré. Et on connaît enfin la date de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se dérouler au Maroc. Le tournoi se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À noter que la CAN au Maroc sera la 3e édition consécutive à être reportée de plusieurs mois après la CAN 2021 au Cameroun et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est un épisode oublié de l'histoire de la France-Afrique, le soutien de la France à la sécession katangaise dans l'ex-Congo belge en 1961. Le journaliste Morin Picard vient de publier l'enquête Katanga, la guerre oubliée de la France-Afrique contre l'ONU aux éditions Perrin. Il était notre invité. Extrait. C'est une initiative de la diplomatie française à l'origine qui, en 1960, voyant les négociations d'indépendance se dérouler entre le pouvoir belge et les Congolais, ressort de ces tiroirs une vieille clause des traités du 19e siècle qui offrait un droit de préemption à la France sur le territoire du Congo belge pour le cas où la Belgique viendrait à se retirer. Alors c'est une première initiative qui fera long feu au printemps 1960. Les Belges, évidemment, sont outrés par cette suggestion assez audacieuse, mais la France, rejetée par la porte, revient par la fenêtre en lançant une opération clandestine qui ne sera même pas connue du Quai d'Orsay, qui impliquera le secrétariat aux affaires africaines et malgaches du célèbre Jacques Foccart, et donc des barbouzes, des espions, quelques militaires, des soldats d'élite retirés prestement d'Algérie pour tenter d'aller s'implanter
clandestinement au Katanga, dans cette petite province séparatiste du sud-est de l'actuelle RDC, et voir s'il serait possible pour la France de prendre pied sur ce territoire qui déborde évidemment de son précaré traditionnel. Mais justement, qui sont ces mercenaires français qui vont se battre contre les casques bleus de l'ONU au Katanga? Pouvez-vous nous les présenter? Ils sont environ 25, ce sont des soldats d'élite, des officiers pour l'essentiel, qui sont des combattants aguerris d'Algérie et d'Indochine, comme Roger Trinquier qu'on aperçoit à l'écran maintenant. C'est l'occasion de faire une pierre deux coups pour le pouvoir gaulien, sortir des éléments dangereux potentiellement pro-putschistes, puisqu'il y a des rumeurs de putsch en ce printemps 1961 à Alger, et les envoyer loin, très très loin, jusqu'au Katanga, aux confins de l'Afrique centrale, et voir s'il ne serait pas utile d'exploiter leurs compétences là-bas pour former une petite armée katangaise capable de résister aux coups de boutoir, vous savez, des forces communistes qui sont censément alliées avec le pouvoir central congolais. Alors c'est un pari très audacieux qui va entraîner des périls inattendus pour le pouvoir gaulien. Et à la tête du Katanga indépendantiste, à cette époque, il y avait un certain Moïse Tshombe. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer qui était ce personnage assez atypique? Eh bien, c'est un président assez populaire au sein de la province du Katanga. Il a fait alliance avec le conglomérat minier anglo-belge de l'Union minière du Haut-Katanga, qui fournit jusqu'à 70% du budget du petit État séparatiste katangais. Et Moïse Tshombe prend le pari qu'il sera capable d'attirer à lui les grandes capitales occidentales en faisant du Katanga une sorte de base avancée pour la lutte anticommuniste mondiale, en tirant parti du chaos généralisé dans le reste de l'ex-Congo belge, alors que le Katanga, lui, serait une sorte d'oasis de stabilité. Et c'est évidemment là aussi un pari très périlleux, puisque l'aventure sécessionniste katangaise fera long feu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à ma chef d'édition Antonia Cimini. Merci à la régie. Restez sur France 24. L'info continue.